الرئيس ديال مركز التنميه في لوسي دي او، كما انه كان حاضر الان بيننا مستر بيدرو لويس ناسيمنتو سيلفا اللي هو المعهد العالمي للاحصاء واللي Je suis très heureux d'avoir la possibilité de vous présenter des idées sur cette question très importante pour le futur de la statistique et du monde. En fait, je suis désolé que je ne peux pas être là-bas parce que je suis ici à Budapest, en Hongrie, pour discuter le même sujet. Donc encore merci de votre invitation. Je vais être vite sur la question de développement durable, de goals, des SDGs, parce que je suis sûr que vous avez déjà débattu cette question. Mais je voudrais souligner premièrement que c'est une grande opportunité pour la statistique dans tout le monde d'avancer sur la mesuration, sur la mesure du bien-être, en particulier du bien-être égal et soutenable. En fait, comme vous savez, j'avais poussé beaucoup pour la communauté internationale de statistiques pendant les 10 dernières années pour développer des mesures de bien-être qui peut être utilisées soit par la politique, soit par le citoyen. Et donc je suis très heureux qu'enfin l'Assemblée nationale des Nations Unies ont décidé d'établir le Sustainable Development Goals et aussi les targets. Comme vous savez, il y a maintenant le travail qui est fait par la Commission statistique des Nations Unies pour établir la liste des indicateurs et nous espérons que dans le mois de mars, on aura la liste des indicateurs. Mais le travail va juste à commencer après ça. Et en fait, il faudrait commencer avant la sélection des indicateurs. Dans le rapport que j'ai eu l'honneur de coordonner pour le secrétaire général des Nations Unies sur la révolution des données l'année dernière, le rapport qui s'appelle The World That Counts, on avait essayé de fixer des priorités pour la communauté internationale, pas seulement de statisticiens, mais aussi des autres producteurs de statistiques. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les statistiques sont produites par tout le monde, aussi par des organisations de la société civile qui ont en fait déjà essayé de mesurer des sujets comme la paix, comme la gouvernance, sur lesquels la communauté statistique officielle était un peu en retard. Donc on avait essayé de suggérir d'avancer sur cette partnership avec des autres producteurs de statistiques. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. Il faut reconnaître que l'idée qui était acceptée par la Commission statistique des Nations Unies le mois de mars, d'établir un global partnership pour les données pour le développement durable, était mis en stand-by plusieurs mois et maintenant il est parti, mais en même temps il y a eu beaucoup de gouvernements, inclus le gouvernement de Maroc, qui a décidé d'avancer plus vitement. Et je pense que c'était une bonne décision parce qu'il faut engager tous les composants de la société internationale et spécialement le secteur privé pour faire avancer cet agenda. Nous savons très bien que
équitable et durable, il faut faire beaucoup d'investissements dans la statistique. Mais il faut aussi éviter de répartir et de refaire ce qui était déjà fait autour du monde. Et donc, je suis très heureux que cette Global Partnership, qui était lancée avec le support de plusieurs gouvernements et aussi de la société civile et du secteur privé, peut avancer très vitement. Mais il faut établir un lien très fort entre cette Global Partnership et la communauté des statisticiens officiels. Donc il faut éviter d'avoir deux initiatives, il faut éviter de pas d'avoir cette coopération. Ça, c'est un engagement que tout le monde doit prendre et j'espère que l'année prochaine, on aura le premier forum global sur les données, comme nous avions suggéré dans notre rapport sur le Data Revolution, sur la révolution des données, pour montrer à tout le monde que tout le monde travaille ensemble. J'espère que dans les prochaines semaines, cette coopération va être établie plus fortement qu'à l'avance et j'espère que, comme j'ai dit, on peut avancer effectivement sur cette question. Maintenant, je voudrais dire quelque chose sur la question du sujet de développement durable et la mesuration de développement durable. Quand j'étais chef statisticien à l'OCDE, j'avais organisé la première conférence internationale sur la mesure. Oui, on est rentré. Bien. Je disais qu'ils sont 15 ans sont passés après l'organisation de la première conférence internationale sur la mesuration du développement durable que j'avais organisée à l'OCDE. Et la semaine dernière, on a célébré le 5e World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, qui encore on avait lancé à Palerme. Et je suis très heureux de voir le commissaire Plan qui a participé à toutes les éditions du forum et est encore beaucoup engagé dans ces sujets. Je pense que maintenant, ce sujet, c'est vraiment appelé à guider les décisions politiques, mais aussi les décisions citoyennes, des entreprises. Et je suis content que le Maroc a fait beaucoup d'avancements sur ces sujets. Aussi, la discussion sur l'amélioration de l'indicateur de développement humain était suivi par le Maroc très proche. Et je suis content que l'année prochaine, le programme des Nations Unies sur le développement humain va réviser l'indicateur pour essayer de prendre en compte aussi l'environnement et les autres sujets qui sont très très importants maintenant pour notre monde. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui maintenant est très engagé dans ces sujets, mais le vrai défi maintenant, c'est d'aider les politiciens à prendre des décisions basées sur ces données. Pour faire ça, il faut aller au-delà des statistiques. Il faut aussi développer
de modèles analytiques, économétriques, pour essayer d'aider les décideurs publics, en particulier le chef du gouvernement, de prendre en compte la complexité de la réalité. Le développement durable, c'est quelque chose qui doit regarder au futur et pas seulement au passé. Et donc, ça c'est la raison pour laquelle il faut investir aussi sur des modèles qui peuvent nous donner une idée de l'impact des politiques et pas seulement sur le passé. Dans ce point de vue, je suggère, je vais conclure ici, de regarder cette idée de lier différents modèles que l'OCDE, le Fonds monétaire international, les autres organisations internationales ont développé sur des sujets spécifiques comme l'environnement, comme l'économie, comme la food security, la sécurité alimentaire, etc. Parce qu'il faut avoir cette approche intégrée aussi dans la préparation des politiques. Peut-être vous avez vu que la France a adopté dans le mois de mars 2015 une nouvelle loi. Ils sont juste 5 lignes qui mettent le gouvernement dans la position, dans l'obligation de faire un rapport annuel tout le mois d'octobre sur les politiques qui ont été déjà décidées et sur les politiques futures vis-à-vis des indicateurs de bien-être et de développement durable. C'est un changement épocal parce qu'il faudrait à ce point évaluer les politiques pas seulement en regardant au PIB ou au déficit public qui sont clairement très importants, mais il faudra regarder aussi l'impact sur le bien-être des citoyens, sur la soutenabilité pas seulement de l'environnement mais aussi de l'économie de la société. Et je suis très content qu'en Europe aussi, la nouvelle législation qui va être décidée par la Commission européenne et par le Conseil, il faut l'évaluer avant avec un système similaire à ce que la France a juste adopté. Donc, c'est-à-dire que même si nous n'avions pas toutes les statistiques pour mesurer tout le monde, tous les phénomènes, il faut aller déjà au-delà de la mesuration et j'espère que le Maroc, qui était leader dans la mesuration, va aussi montrer au reste du monde ce qu'il faut faire sur la préparation des politiques intégrées dans le point de vue environnemental, social et économique. Cet effort. Et donc, il faut renforcer l'échange des expériences, la coopération internationale pour aider tout le monde à utiliser les bonnes pratiques qui déjà existent. Et j'espère, dans ce point de vue, que le Maroc va continuer à pousser pour cet agenda au niveau international, pour montrer les bonnes pratiques et apprendre aussi les bonnes pratiques. Je pense que vous êtes déjà un leader dans ce point de vue et j'espère que vous allez continuer dans ce point de vue. Merci beaucoup et je suis prêt pour les questions. Les travaux de cette deuxième séance. Nous venons d'écouter M. Enrico Giovannini, qui était directeur de la statistique à l'OCDE et qui, bien sûr, nous a donné des éléments d'information très utiles, à la fois sur les travaux des Nations Unies en ce qui concerne l'établissement de la nouvelle liste d'indicateurs. Et ça a l'air d'être proche parce qu'il a parlé de mars prochain et que le travail va donc à la suite de ça, le travail
va juste commencer pour l'ensemble des pays. Et évidemment, il a aussi parlé des objectifs de développement durable. Tout cela, disons que c'est toute l'approche statistique avec les modèles économétriques qui sont développés à la fois au niveau de l'OCDE et des autres organisations internationales, notamment le FMI. Donner des exemples, notamment la France qui s'est engagée par cette nouvelle loi que nous avons suivie de près très récemment et qui impose au gouvernement de faire rapport annuel sur les politiques passées à venir en ce qui concerne à la fois le bien-être et le développement durable au profit du citoyen. Et il a engagé à ce que le Maroc continue son agenda sur ce terrain-là. Je dois dire qu'il y a pratiquement un an, ici, Sa Majesté avait demandé au Conseil économique et social et à Banque mondiale et aux autres organisations, dont notamment, bien sûr, le Haut Commissariat au Plan, de plancher sur le capital immatériel et la richesse globale du Maroc. Ce travail est en train de se finaliser. Bien sûr, on a vu l'approche Banque mondiale, qui est une des approches, ou la seule approche, je dirais, chiffrée pour le moment. Et évidemment, nous avons travaillé beaucoup là-dessus, nous avons plongé, nous sommes appropriés, nous avons essayé d'établir la spécificité du Maroc par rapport à cette méthodologie d'approche. Maintenant, nous avons un chiffrage aussi bien sur le capital humain que sur le capital institutionnel, que sur le capital social. Et tout cela, là, Sa Majesté m'avait demandé pour voir comment cette approche peut améliorer au niveau gouvernemental la formulation, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques et comment elle peut aussi contribuer à une meilleure distribution des richesses au niveau du Maroc. Ce n'est pas simple, c'est des choses compliquées. Bien sûr, dans le cadre de ce travail, nous avons vu les approches qui ont été faites, celle du bien-être au niveau de l'OCDE, également ce qu'a fait la commission Stiglitz, les approches qu'elle a pu faire. C'est heureux que maintenant les Nations Unies se sont appropriées les choses et essayent précisément de dégager des indicateurs communs que, s'ils sont adoptés, vont permettre aux différents pays de s'inscrire dans le cadre, bien sûr, d'une approche qui, sur le plan je dirais, de la méthodologie d'approche, des approches unifiées. Je dois dire aussi que dans ce cadre-là, même à notre niveau, au niveau Banque centrale, nous sommes en train de mettre en place un modèle d'équilibre général économique. Un modèle d'équilibre général économique qui, lui aussi, va permettre de mieux apprécier les impacts d'un tas de données, à la fois économiques et financières, précisément, qui permettent là aussi à la Banque centrale de pouvoir apprécier et contribuer du côté de la politique monétaire, de la stabilité financière au travail du pays. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau de ce que nous faisons. Évidemment, il y a des interventions. Ahmed. Précise. Je réagis premièrement en rappelant à vous-même, pas tellement à vous-même, puisque vous le savez, mais à tout le monde, que sur ce plan du bien-être, au commissariat au plan, on avait déjà fait beaucoup de travail. Mais la seule chose que nous avons essayé d'innover, c'est de ne pas travailler a priori sur Internet un certain nombre de dimensions du bien-être, comme le revenu, le logement et des choses comme ça. Nous avons préféré faire d'abord une enquête pour demander à la population, aux citoyens, de définir eux-mêmes quelles sont les dimensions qu'ils jugent constitutives du bien-être. Et c'est à partir de cela que nous avons établi les modèles d'analyse globale pour voir quel est l'impact de ces différentes dimensions sur le bien-être.
Maintenant, effectivement, nous nous sommes beaucoup inspirés, et vous le savez, puisque nous avons un travail continu avec l'OCDE, de cette approche de l'OCDE qui reste beaucoup plus, comme on dirait en anglais compréhensive, qui essaie d'aller vers ce que les gens perçoivent, et beaucoup plus que ce que les comptabilités nationales donnent également. Et je crois que nous avons travaillé sur cette chose-là, et aujourd'hui, le bien-être commence à devenir, à s'étendre. Effectivement, la Commission des statistiques des Nations Unies, aujourd'hui, se saisit de ce dossier, et nous travaillons aussi là-dedans. La seule chose que j'ai à formuler, c'est toujours une appréhension quand l'organisme international des Nations Unies se saisit d'une mesure ou d'une méthode de mesure d'un phénomène. Parce qu'il arrive à ce moment-là à donner une espèce de norme auquel les pays pensent devenir esclaves, dont ils pensent devenir esclaves, et qui en fait ne sont que des approches sur des pays extrêmement hétérogènes, aussi bien sur le plan économique, leur économie, leur société, leurs valeurs et le niveau de leur développement, mais aussi sur les disponibilités des statistiques et leur niveau de fiabilité qui sont différents d'un pays à l'autre. Il faut continuer à travailler dans la Commission des statistiques des Nations Unies. Je pense que c'est une instance extrêmement importante, mais en essayant de faire en sorte qu'il ne s'en dégage pas des espèces de modèles universels et qui arrivent parfois à geler la dynamique de la réflexion et des recherches beaucoup plus qu'elle ne les favorise. Enfin, j'espère que cet avis puisse être utile dans la réflexion. Je te remercie. Voilà, parce qu'il y a les comparaisons, il y a les benchmarks, il y a ce fait de se comparer. Et donc ça vous impose nécessairement de vous mettre dans le cadre des méthodologies internationales avec, bien sûr, ses limites. D'autres interventions? Je voudrais d'abord commencer par féliciter M. Giovanni et Khalid Soudedov, commissaire Orton. Alors, merci M. Giovanni de votre présentation qui a été claire, qui nous a mis donc, dans un cadre de réflexion, je crois, interactif, notamment à travers l'ouverture sur la notion de bien-être équitable et durable. Mais je voudrais revenir, disons, à la genèse de la question, notamment au rapport de cette Église de 2009, qui a mis l'accent sur la divergence entre l'objectif et le subjectif. Et donc la question là, la montée des inégalités est observée à travers l'Europe, et également les constats statistiques, mesures objectivement ont montré que généralement qu'elle ne reflète pas la perception de la population. Et donc il y avait donc cette réflexion de développer la notion de bien-être subjectif. Alors lorsqu'on dit la notion de bien-être subjectif, c'est tout un paradigme de réflexion statistique et conceptuelle qui devrait relier le subjectif avec des notions comme la qualité de vie, avec l'expérience vécue quotidienne, les difficultés, les contrariétés de la population. Et donc, ça peut relever en partie tout ce qui est psychologique. Lorsqu'on veut aborder la question, je reviens à votre remarque pertinente, que également il faut se référer à des analyses microéconomiques pour éclairer le décideur. Mais si nous sommes devant une question subjective, faut-il expliquer le subjectif par le subjectif,
ou bien le subjectif par le quantitatif, ou mixer les deux? Ça, c'est une grande question qui se pose. Par rapport à l'expérience du Maroc, nous avons constaté que le subjectif s'explique en bonne partie par le ressenti quotidien et les affects négatifs de la population dans différentes dimensions de bien-être. Et là, ça se pose une question fondamentale. C'est la question de la disponibilité des données, de leur qualité et de leur permanence dans le temps. Pour donc suivre cette question de bien-être subjectif. Par rapport à la question de bien-être quantitatif, je crois que nous avons assez d'indicateurs classiques et conventionnels et qui répondent aux normes internationales pour suivre la situation de la population. Je cite notamment l'expérience du Maroc, de l'expérience de la carte de pauvreté qui est dans des choses pertinentes à l'échelle locale le plus fin, et avec une certaine dynamique pour voir comment le bien-être, disons économique ou monétaire, a évolué dans le temps. Je me limite à ces remarques et j'attends certaines de vos orientations. Merci. Merci le Maroc au 5e forum. Je voudrais seulement, au fait, sur cette question, au fait, d'interrelation entre les objectifs et donc une analyse économique, ce qui est très important. Et d'ailleurs, nous, au commissariat au plan, on l'a aussi donc travaillé sur là. Donc parce que le Maroc il adhérait au fait aux objectifs du millénaire de développement. Et donc, pour nous, au commissariat au plan, donc on a aussi donc faire une analyse pour essayer un petit peu de voir l'interconnexion entre les différents objectifs, donc ce qui est très important. Donc, sur la base d'une modélisation en fait en équilibre général calculable, donc on a essayé un petit peu de voir non seulement les objectifs séparément, comme ça se fait donc une analyse partielle, mais on a essayé parce que le fait, en quelque sorte, d'analyser la réalisation, par exemple, de l'objectif de l'éducation, ça impactait forcément l'impact sur la santé et ainsi de suite. Donc, on a essayé de voir donc, la capacité du Maroc à réaliser ces objectifs, mais aussi quelle est la méthode financière qui est viable, parce que chaque impact ou bien chaque méthode, au fait, si j'ose dire, de financement d'un objectif, il impacterait non seulement l'objectif en soi-même, mais aussi il a des impacts économiques qui sont très importants. Donc, et de là, au fait, l'importance au fait d'avoir une approche intégrée. Donc, est-ce qu'on va essayer au fait de faire aussi pour les objectifs du millénaire durable, et ce qu'on fait aussi dans la comptabilité nationale pour la comptabilité de l'environnement, pour essayer aussi de voir dans quelle mesure l'intégration de tous ces objectifs. Le problème, en fait, ici, c'est le problème lorsqu'on essaie d'aborder ces sujets-là, lorsqu'on parlait, en fait, d'une analyse économique qui est plus poussée, lorsqu'on parle, en fait, de ce qu'on appelle la microsimulation, c'est là où il y a l'importance. Il y a aussi la problématique, c'est que lorsqu'on va dans des impacts qui sont beaucoup plus fins, microéconomiques, au lieu de rester macroéconomiques, c'est là où il y a le problème. Donc, parce que le fait d'analyser ces impacts sur les ménages, parce que généralement dans les modèles économiques, il y a l'agent ménage qui est agrégé, mais lorsqu'on va dans une simulation microéconomique, on va par exemple désagréger l'agent ménage, donc avoir non seulement un agent ménage représentatif, mais aller donc plus poussé pour avoir donc la distribution en fait au sein des ménages pour tacler toutes les problématiques de la pauvreté, de l'immigrabilité, et ainsi de suite, de la redistribution de la richesse lorsqu'il y a des impacts économiques. Et c'est là où il y a le problème, parce que pas tous les pays, au fait, ont des données microéconomiques pour essayer, en quelque sorte, de faire des analyses de comparaison et de benchmarking. Donc, pour nous, nous avons, en fait, des données qui permettent ça, mais le problème, c'est là. Le problème où, lorsqu'on veut faire des benchmarkings entre les pays et voir dans quelle mesure ces mêmes outils de développement, quel est l'impact des différentes politiques sur les différents pays, parce que chaque pays a ses spécificités économiques et il a ses moyens de redistribution qui sont différents, et je vous remercie. Donc, questions et de commentaires. Premièrement, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec le commissaire, parce qu'il y a un risque de standardisation avec
chaque pays à désigner leur trajectoire vers le développement durable et aussi à répondre aux questions politiques d'aujourd'hui et de demain. Je pense que la liste que la Commission statistique des Nations Unies va définir dans quelques mois, c'est un minimum commun dénominateur, mais ce n'est pas absolument une des raisons pour lesquelles il faut mettre une limite à ce que les pays font. C'est la comparabilité internationale, comme aussi le dernier intervenant a dit, c'est important pour essayer d'apprendre la meilleure pratique, mais d'un autre côté, il y a des spécificités au niveau national qui doivent être pas abandonnées. La question aussi du contraste ou de conflit entre objectif et subjectif doit être compris bien. Et donc, je dis tout de suite que j'espère que dans la liste des indicateurs des Nations Unies, il y aura aussi un indicateur de bien-être. Ça, c'est important. On est prêt à le faire. Les lignes guides qui ont été développées par l'OCDE représentent une bonne point de départ pour aider tous les pays à mesurer cette importante dimension du bien-être. Mais d'un autre côté, c'est clair que cette mesure ne peut pas substituer tous les autres. En particulier dans le moment où on discute de la soutenabilité dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, je suis heureux et mon jugement est basé sur les informations que j'ai aujourd'hui. Mais si je n'ai pas les informations sur les risques futurs, je peux être très heureux maintenant, mais je ne suis pas sur une dimension de soutenabilité. Dans ce point de vue, je voudrais souligner deux concepts qui ont été soulignés et très fortement dans le rapport de développement humain de l'année dernière. Ils sont le concept de vulnérabilité et de résilience. Je vous suggère de lire attentivement le rapport des Nations Unies de PNUD de l'année dernière, parce que dans deux mots, l'idée c'est que même si on va régler la crise actuelle, il y aura de crises futures, malheureusement plus que avant, parce que le changement de climat et l'immigration et l'hypothèse de la secular stagnation, c'est-à-dire une croissance économique qui va être plus faible dans le futur, sont tous des défis incroyables pour notre monde. Et donc, il faut essayer les gens, les entreprises, les institutions, la société, clairement à réduire les vulnérabilités, mais spécialement à investir dans la résilience, la capacité de réagir quand il y a une crise. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel la condition subjective est très importante. Aussi avec l'éducation, l'innovation et la gouvernance. Donc je vous suggère de lire le framework qui a été développé par la PNUD dans le rapport de l'année dernière, parce que je crois que ça va être vraiment un guide important pour le futur. Au niveau européen, je suis maintenant consultant de think tank qui est à côté du président de la commission économique. Et il y a 3 semaines, on avait organisé une conférence sur la mesuration de vulnérabilité et de résilience, et aussi une conférence sur les politiques pour renforcer la résilience. Donc,
regarder aussi le papier qui était préparé par notre Research Center de la Commission européenne sur cette question. Et c'est clair que le bien-être subjectif, et comme l'a dit le commissaire, c'est important pour établir des priorités, mais aussi pour évaluer l'impact des politiques. Il y a des études qui ont été faites par l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, qui a établi cet centre de compétences sur les politiques pour le bien-être, et en particulier le site web qui s'appelle What Works. Et donc c'est clair que la même politique peut avoir un impact très différent en dépendance d'un subjectif du bien-être. Par exemple, si vous allez lancer une politique de travail actif pour l'activation des gens, et vous avez tout le monde qui est en fait dans la dépression, ça ne va pas marcher. Et donc, il y a maintenant aussi avec le behavioral economics beaucoup de connaissances sur les interactions de conditions subjectives et objectives de l'économie de la société. Et donc, ça c'est important, mais on ne peut pas tout mesurer dans le point de vue subjectif. Et je voudrais aussi souligner dans ce point de vue l'expérience du Royaume-Uni et de l'Allemagne qui ont établi cette panel à long terme pour suivre un échantillon de la population pour voir comment les différentes politiques et les événements de la vie ont un impact à long terme et pas seulement à court terme sur les gens. Donc ça c'est vraiment une expérience très importante. Il coûte beaucoup, c'est clair, mais il peut vraiment aider à comprendre mieux ce qui sont les impacts à long terme de différentes politiques et de l'éducation, comme était souligné dans une intervention. C'est clair que l'éducation, la construction du capital humain est très importante aussi pour l'économie, mais aussi pour la gestion et la création du capital social, comme était dit par le président de la session. Ils sont des concepts sur lesquels on a encore du mal à mesurer bien, et en fait, je pousse aussi la Commission européenne pour essayer de mesurer bien au moins le capital humain. Les enquêtes PISA et PIAC de l'OCDE sont très bien dans ce point de vue, et donc c'est aussi important de regarder aux statistiques, de faire des analyses sur ça pour comprendre le bon pratique. Le dernier commentaire que j'aimerais faire, c'est la question de la perspective de long terme qui le développement durable nous impose. Ce n'est pas facile pour les politiciens d'avoir cette approche à long terme. Tout le monde doit regarder l'impact à court terme pour les prochaines élections, etc. Mais c'est vrai aussi que j'espère que les citoyens, comprenant le défi de développement durable, vont changer un peu l'approche. Ils vont aussi apprécier le politique qui peut donner une perspective à plus long terme. Et dans ce point de vue, le modèle de microsimulation, mais aussi pour faire l'évaluation des politiques à long terme,
Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner aussi cette perspective que les impacts politiques actuels a aussi un impact à long terme et vice-versa. Donc, c'est absolument fantastique que le monde maintenant a une seule agenda, très difficile à réaliser, mais c'est aussi une grande ambition que je pense tout le monde doit soutenir, et je suis sûr que dans la discussion sur la visualisation, la discussion sur la préparation des politiques et l'évaluation des impacts des politiques, on peut faire beaucoup de progrès dans le monde. Merci encore. Je retiendrai dans la suite de nos discussions. Et si vous le voulez bien, nous allons donc passer aux autres orateurs. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.